sommes le 30 septembre 1913, il est 22h30. Cette histoire démarre dans le hameau de Babriacé, une commune de l'Androt, dans ce qui est alors la Loire-Inférieure. Aujourd'hui, c'est la Loire-Atlantique. Dans un pressoir, à la lueur d'une lanterne, deux hommes travaillent au milieu des raisins. L'un a 42 ans, c'est Jean-Marie Maby, le patron. L'autre a 15 ans, c'est Marcel Rédureau, son domestique. Dans quelques minutes, Marcel va tuer Jean-Marie. Puis sa femme enceinte, puis la grand-mère, puis la jeune domestique, puis les 3 enfants. 7 personnes égorgées, un massacre méthodique, contrôlé et incompréhensible. Un crime qui va sidérer toute la France de l'époque. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de Marcel Rédureau. Bon, vous commencez à connaître la chanson. Pour comprendre ce qui va se passer ce soir-là, il faut d'abord planter le décor. Nous sommes donc en 1913 dans le vignoble nantais, à quelques kilomètres seulement à l'est de Nantes. Fin septembre, c'est la fin des vendanges. Les dernières grappes ont été cueillies, il reste à presser le raisin. C'est un travail harassant chaque année qui mobilise en général toute la maisonnée. Chez les autres dans le coin, c'est pareil. On engage des gars en extra et on réquisitionne tous les bras possibles. Jean-Marie Maby, 42 ans, est un cultivateur et viticulteur respecté de la région. Il exploite quelques hectares de vignes et une petite ferme dans le hameau de Babriacé. Honnêtement, vous pouvez aller voir sur la carte, c'est si petit qu'on pourrait presque le qualifier de lieu-dit. Si certains viennent de là d'ailleurs, on vous passe le bonjour. Maby, c'est un homme travailleur, bien vu dans le village, qui a construit une vie modeste mais stable au fil du temps. Il est bien ancré dans la région et sa famille, tout le monde la connaît. Sa femme a 38 ans et elle est enceinte de 7 mois. Leur 5e enfant arrive donc très bientôt. Marie, 8 ans, Henriette, 7 ans, Pierre, 4 ans et Joseph, 2 ans. Ils ont déjà eu ensemble 4 enfants qui courent alors partout, qui jouent entre les rangées de vignes et qui grandissent dans l'odeur de la terre et du raisin. Dans quelques heures, 3 d'entre eux seront égorgés dans leur lit. Sous ce toit du Babriacé, il y a aussi la grand-mère, 79 ans, la mère de Jean-Marie. Elle dort dans sa propre chambre, au rez-de-chaussée. C'est une femme qui a traversé presque tout le 19e siècle, mais elle ne verra jamais 1914. Et puis dans cette maison, il y a aussi Marie Dugas, 16 ans, la jeune domestique employée par la famille Maby. Elle vient de la Chapelle-Eulin, un village voisin. Elle aide principalement Madame Maby aux travaux domestiques, ainsi qu'à l'éducation des enfants, et puis elle cuisine pour la famille. Une adolescente, comme il y en avait des milliers en France en 1913, placée très jeune dans une famille, travaillant du matin au soir pour quelques francs par mois, le gîte et le couvert. Au bout d'un moment, elle fait presque partie de la famille. Parce qu'il faut le dire quand même, en 1913, la domesticité agricole, c'est encore une institution. Les enfants de familles modestes sont placés dès 12, 13, 14 ans dans des fermes pour travailler. Pas de contrat bien sûr, pas de protection non plus, et pas de syndicat. Vous vivez chez votre employeur si besoin, vous mangez à sa table, vous dormez sous son toit parfois, et en échange, vous lui devez une obéissance totale. Une loi en 1874 a bien interdit le travail des enfants de moins de 12 ans, mais uniquement dans l'industrie. Dans l'agriculture et la domesticité, plus globalement, il n'y a aucune régulation. Les enfants sont une main-d'œuvre invisible, docile et corvéable à merci. Marcel Rédureau fait partie de cette main-d'œuvre-là. Il a 15 ans. Il travaille chez les Maby depuis l'été 1912, soit un peu plus d'1 an au moment des faits. Il a remplacé son propre père à ce poste de domestique agricole. Les deux familles, les Rédureau et les Maby, se connaissent très bien, et ils s'apprécient même. Les Rédureau habitent au Loroux-Bottero, le village voisin, donc Marcel rentre dormir chez eux le soir. Ce sont des gens honnêtes, respectés et à qui on fait confiance sans hésiter. Marcel est leur fils unique. À l'école, c'est un gamin bon élève. Tous les témoignages concordent. C'est un garçon timide, doux et docile. Et même peureux. Aucun vice connu, aucun antécédent de violence non plus, aucune bagarre, aucune colère mémorable. Le genre de gamin qui passe inaperçu, qui fait son travail sans se plaindre et qui baisse même les yeux quand on lui parle. Ce matin du 30 septembre, Marcel se lève tôt, comme tous les matins depuis plus d'1 an.
Il dort parfois à la ferme, dans une petite chambre ou dans le grenier, ça on ne sait pas trop. Il fait partie du paysage maintenant. Il descend prendre son petit déjeuner avec la famille Mabi, puis il part au champ avec Jean-Marie. Il travaille toute la journée, dans les vignes d'abord, puis au pressoir. Le travail est physique. Il faut tasser les grappes dans le pressoir, les écraser avec force pour en récupérer le jus qui s'écoule. Et surtout, il faut sectionner la masse compacte de raisin pour que la presse fonctionne correctement. Et pour ça, on utilise alors un outil spécifique, la serpe à raisin. Une lame courbe, très aiguisée, montée simplement sur un manche en bois. On parle quand même de 65 cm de long et 13 cm de large, donc un beau bébé. On s'en sert pour trancher d'un coup sec la masse de fruits entassés. Ça a l'air dangereux, mais c'est un outil agricole ordinaire. Dans quelques heures, pourtant, ça deviendra une arme de destruction massive. Pour le moment, le soir tombe. Jean-Marie et Marcel restent au pressoir plus tard que d'habitude car il y a encore du travail. Madame Mabi est à la maison avec les enfants, la grand-mère est dans sa chambre, Marie Dugas range la cuisine après le dîner. Tout est calme, tout est normal, tout est banal. Il est déjà 22h30. Dans le pressoir, Jean-Marie et Marcel travaillent côte à côte. Chacun tient sa serpe fermement. La lumière d'une lanterne éclaire faiblement la scène. On entend le bruit du raisin qui s'écrase, le jus qui coule, les gestes répétitifs des deux hommes qui exécutent ce travail routinier. Et puis, Jean-Marie dit quelque chose, une remarque, une réprimande sûrement, sur la qualité du travail de Marcel. Le petit journal du 3 octobre 1913 rapportera plus tard « Le jeune domestique aurait été l'objet d'une observation de la part de son patron. C'est tout. On ne saura jamais les mots exacts. Peut-être un simple « fais attention, tu travailles mal », peut-être quelque chose de plus dur, peut-être un ton méprisant, peut-être une humiliation de plus ou de trop. Ce que l'on sait, c'est que les experts psychiatriques qui examineront Marcel, quelques semaines plus tard, noteront dans leur rapport publié dans les archives de l'anthropologie criminelle en 1914 « Le sujet est très sensible aux louanges et ressent vivement les blessures d'amour-propre. » Un adolescent susceptible en somme, fragile face à la critique. Super, mais du coup, est-ce que ça, c'est pas le lot de l'adolescence tout court, en fait ? Le fait est que ce soir-là, dans ce pressoir, cette fragilité va exploser. Marcel, selon ses propres aveux, perd la raison. Je tiens à dire, et vous ne le voyez pas, mais je le fais avec mes doigts, j'ai mis ce dernier morceau de phrase entre guillemets, parce que vous allez le comprendre au fur et à mesure de cette saison, ce n'est vraiment pas un gamin sans raison qu'on jugera. Au contraire. En réponse à la remarque de son patron, Marcel saisit le pilon, cet outil en bois qu'on utilise pour tasser les raisins, et frappe Jean-Marie Mabi à la tête. Un coup, deux coups peut-être. L'homme s'effondre, sonné. Avant qu'il ne puisse réagir, Marcel se saisit de sa serpe et la plonge dans la gorge de Jean-Marie. Le sang jaillit comme un geyser. L'homme s'écroule dans le pressoir, au milieu des raisins et du jus qui coule de concert avec son sang. Il est 22h35 environ. Le premier meurtre a pris moins d'une minute. Marcel reste debout, serpe à la main devant le corps de l'homme qui l'employait depuis plus d'1 an. Un moment, il réfléchit ou redescend du nuage d'adrénaline sur lequel il était. Et là, quelque chose dans sa tête se passe. Un déclic, une pensée simple, terrible mais logique à sa manière. Il ne doit pas y avoir de témoin, on saura que c'est lui. Alors, il sort du pressoir, traverse la cour et entre dans la maison familiale. La domestique Marie Dugas est dans la cuisine, occupée à ranger et nettoyer la pièce après le dîner. Elle lève les yeux, voit Marcel, puis elle baisse le regard et aperçoit la serpe ensanglantée. Peut-être a-t-elle le temps de comprendre, peut-être pas. Marcel la saisit, elle crie, il plaque la lame contre sa gorge et la tranche d'un coup net. La jeune fille s'effondre dans une mare de sang sur le sol de la cuisine. Il est 22h45. Le bruit et les cris de la jeune fille attirent Madame Mabi, la maîtresse de maison. Elle entre à son tour dans la cuisine. Enceinte de 7 mois, elle marche assez lentement. Lorsqu'elle voit le corps de sa domestique morte, puis Marcel, elle comprend de suite qu'il s'est passé quelque chose d'épouvantable, qu'il a fait quelque chose de terrible et que la prochaine, c'est elle. Elle n'a pas le temps de fuir. Marcel se jette sur elle, la fait tomber et lui tranche la gorge à son tour, violemment. Les coups sont portés avec une telle force. Le bébé qu'elle porte mourra aussi, bien sûr. 2 vies effacées en quelques secondes. Ça fait 3 morts et demi.
Et Marcel ne s'arrête pas là. Il s'est répété dans sa tête: aucun témoin, aucun témoin. Que ce soit à l'étage ou au rez-de-chaussée, il sait où dorment les enfants et la grand-mère. Il faut continuer. Première chambre, la grand-mère justement. Elle est couchée dans son lit, les yeux fermés, elle dort peut-être. Ou peut-être qu'elle a entendu les bruits en bas et qu'elle est réveillée, terrifiée, incapable de bouger, paralysée par la peur. Marcel entre dans le noir, s'approche du lit et lui tranche la gorge à son tour. C'était une vieille femme qui ne représentait aucune menace, aucun danger. Mais dans la logique de Marcel ce soir-là, elle est un témoin et elle doit disparaître. C'est tout. Il monte à l'étage. Ses vêtements sont couverts de sang, la serpe dégouline, mais ça n'a pas d'importance. Évidemment, il connaît la maison par cœur. Il y vient tous les jours depuis plus d'1 an. C'est comme la sienne. Il sait où dorment les enfants. Deuxième chambre, celle de Marie et Henriette, respectivement 8 et 7 ans. 2 petites filles endormies dans leur lit, sous la même couverture. Marcel entre et les égorge l'une après l'autre. L'Ouest éclair du 2 octobre écrira: les chambres des enfants présentaient un spectacle d'horreur indescriptible. Les murs sont éclaboussés de sang, c'est une véritable boucherie. Joseph, 2 ans, dort dans son berceau. Un bébé innocent. Mais Marcel s'approche et sans hésiter, il lui tranche aussi la gorge. En quelques secondes, le berceau est inondé de sang et la vie du petit Joseph s'arrête net. Ça fait 6 morts et demi, disons officiellement 7 avec le bébé que portait la mère de famille. Il reste un enfant, Pierre, 4 ans. Mais Marcel l'oublie. Il dira plus tard lors de son interrogatoire: si j'avais pensé au petit Pierre, je l'aurais tué comme les autres. Bon, sachez que Pierre s'en sort. C'est l'unique survivant de la famille Mabi. Il est environ 23h15. En moins d'1 heure, Marcel Rédureau, 15 ans, domestique timide et sans histoire, vient de massacrer 7 personnes. 3 adultes, 3 enfants, un fœtus, tous tués avec la même arme, une serpe à raisin. Tous égorgés, tous portant donc la même signature, la sienne. Et à présent, le silence de la nuit s'abat sur la maison. Que se passe-t-il dans la tête d'un adolescent de 15 ans à ce moment-là ? Réalise-t-il ce qu'il vient de faire ? Panique-t-il ? Regrette-t-il déjà ? Les gardiens de la maison d'arrêt de Nantes rapporteront quelques jours plus tard qu'il a tenté de mettre fin à ses jours, mais qu'il a manqué de courage, disent-ils. Ce soir-là, dans la ferme des Mabi, essaie-t-il déjà de sauter la vie après ce massacre ? Cherche-t-il à se faire disparaître lui aussi ? Les sources ne le disent pas. Ce que l'on sait, c'est qu'il finit par quitter la maison après avoir éradiqué la famille. Il abandonne la serpe, il traverse la cour, il prend le chemin vers le village voisin, le Roubotero, et particulièrement vers la maison de ses parents. En fait, Marcel rentre chez lui et il se couche. Contrairement à ce que raconteront plus tard certains journaux et certaines complaintes, Marcel ne dort pas paisiblement cette nuit-là. Cette légende, celle du monstre insensible qui s'endort tranquillement après avoir massacré 7 personnes, est une invention pure et simple. C'est une façon commode de le transformer en monstre inhumain. Mais la réalité est probablement plus complexe. Marcel le dit, il passe une nuit éveillé, agité, en proie à des cauchemars. Ce qui est sûr, c'est que le lendemain matin, quand les gendarmes viennent le chercher, il ne résiste pas 1 seconde. Pendant que Marcel est chez ses parents, à quelques centaines de mètres de là, la ferme des Mabi est plongée dans un silence de mort. Et pour cause. Dans le pressoir, Jean-Marie Mabi gît au milieu du raisin écrasé. Dans la cuisine, Marie Dugas et Madame Mabi ne sont plus que 2 corps effondrés sur le sol, dans un bain de sang. Le fœtus coincé dans un ventre qui ne le nourrit plus. Au rez-de-chaussée, la grand-mère dans son lit, à l'étage, les 2 petites filles dans le leur, le bébé dans son berceau, tous égorgés. Et quelque part, dans cette maison, caché on ne sait pas exactement où, il y a Pierre, 4 ans. Imaginez la scène, un enfant de 4 ans seul, dans une maison où gisent les corps de toute sa famille. Est-il dans sa chambre, caché sous les couvertures ? Est-il dans le couloir, tétanisé quelque part dans le noir ? A-t-il vu Marcel ? A-t-il entendu les cris ? Les sources ne le disent pas non plus. Combien d'heures passe-t-il ainsi ? 6 heures, peut-être 7 ? Une nuit entière à attendre dans le noir, au milieu de l'horreur. Pierre Mabi survivra physiquement au massacre. Psychologiquement, c'est sûrement une autre histoire. 1er octobre 1913, 5 heures du matin. Le jour se lève sur le hameau du Bas-Briassé.
Les voisins sortent de chez eux, vaquent à leurs occupations, et là, ils remarquent quelque chose d'inhabituel. Aucun allée et venue dans la ferme des Mabie. Pas de fumée qui sort de la cheminée non plus, pas de bruit, rien. Ils s'approchent car c'est inhabituel. À l'époque, on faisait vachement attention à ses voisins. Et c'est là qu'ils voient Pierre. Le petit garçon de 4 ans est assis sur les marches de la maison, seul. Depuis combien de temps est-il là ? Impossible à dire. Mais il est évident que quelque chose ne va pas. Les voisins tentent de lui parler, puis entrent dans la maison par la cuisine. Le spectacle qu'ils découvrent les glace d'horreur. Madame Mabie et Marie Dugas étendus sur le sol dans des mares de sang séché. Les murs éclaboussés, l'odeur du sang est épaisse et nauséabonde. Avant d'avancer encore plus, ils rebroussent chemin et courent alerter la gendarmerie du village voisin. Les gendarmes arrivent vers 6h. Ils pénètrent dans la ferme assez méthodiquement. En passant en revue les différentes pièces de la maison, ils découvrent assez rapidement l'ampleur du carnage. 6 cadavres, tous égorgés, et puis il y a le bébé à naître bien sûr. Tous portant des blessures similaires, infligées par la même arme, une serpe. Ils ne relèvent aucun signe de lutte prolongée. Les victimes ont été tuées rapidement, efficacement. Elles s'en sont rendues compte, oui, mais ça n'a pas duré des plombes. Les gendarmes inspectent les lieux. Ils remarquent quand même par rapport aux témoignages des voisins qu'il manque quelqu'un, Marcel Rédureau, un des 2 domestiques. Interrogatoire rapide des gens du coin. Oui, Marcel était là hier soir. Non, personne ne l'a vu repartir. Oui, il ne doit pas être loin, il habite au Loroux-Botero, chez ses parents. Si vous êtes absent alors que vous auriez dû être parmi les corps, alors les soupçons se portent immédiatement sur vous, sachez-le, et c'est le cas ici. À 10h du matin, les gendarmes se rendent chez les Rédureau. Marcel est là, ils l'interpellent et lui n'oppose aucune résistance, aucune tentative de fuite, aucune dénégation non plus. Les gendarmes lui demandent « Où étiez-vous hier soir ?» Marcel répond calmement « J'ai tué la famille Mabie », comme il aurait dit « J'ai lu un livre ». Aussi simple que ça. À ce moment-là, il n'y a pas de larmes, pas de tremblement, pas d'effondrement, juste une déclaration factuelle et détachée. Les gendarmes l'emmènent. L'après-midi même, le parquet de Nantes se rend sur les lieux du crime pour un interrogatoire en présence de Marcel. On le confronte au cadavre, à l'horreur qu'il a semée. Le journal Le Gaulois du 2 octobre écrira « L'adolescent a avoué ses crimes directement, sans le moindre remords et avec un calme des plus glaciaux. » Ce calme glacial, comme ils disent, va devenir l'élément central de la couverture médiatique autour de cette affaire. Comment un garçon de 15 ans, timide et sans histoire comme on le qualifie alors, peut-il raconter froidement comment il a tué 7 personnes, dont 3 enfants, dont un bébé de 2 ans ? Comment peut-il ne montrer aucune émotion ? Les gendarmes ne comprennent pas, le juge d'instruction ne comprend pas, personne ne comprend. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demande-t-on à Marcel. « Mon patron m'a fait une réflexion sur mon travail, j'ai perdu la raison », répond-il. « Et les autres, pourquoi avoir tué la femme et les enfants ? Il ne fallait pas qu'il y ait de témoins. » C'est tout, il n'y a pas d'autre explication, pas d'autre raison. Ce n'est pas un délire, il n'y a pas de justification élaborée, juste une logique implacable, terrifiante, éliminer tous les témoins. Le soir même, Marcel Rédureau est écroué à la maison d'arrêt de Nantes. Il restera en détention provisoire pendant 5 mois, jusqu'à son procès en mars 1914. Mais entre-temps, quelque chose d'extraordinaire va se produire. En 24 heures, Marcel va passer du statut de domestique anonyme à celui de monstre national. Vous vous en doutez déjà, les journaux vont s'emparer de l'affaire avec une frénésie incroyable. Des complaintes vont être composées et chantées dans tout le pays dès l'incarcération du garçon. Entendez-moi bien, des cartes postales vont être éditées. Rapidement, Marcel Rédureau va devenir un produit culturel, un phénomène de société et une figure mythique du mal avec un grand M. Et tout ça va commencer dès le surlendemain des assassinats, le 2 octobre 1913, quand les premières unes des journaux vont hurler « le plus effroyable crime enregistré en France depuis 44 ans ». C'est la fin de ce premier épisode. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Et merci tout spécialement à ceux qui soutiennent aussi le podcast sur Patreon. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour découvrir le second épisode de cette saison 27 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire Rédureau.